Je ne suis d'aucune faction. Je les combattrai, toutes. Elles ne s'éteindront jamais que par les institutions qui produiront les garanties, qui poseront la borne de l'autorité et feront ployer sans retour l'orgueil humain sous le joug de la liberté publique. Le cours des choses a voulu que cette tribune aux harangues fût peut-être la roche tarpéienne pour celui qui viendrait vous dire que des membres du gouvernement ont quitté la route de la sagesse. J'ai cru que la vérité vous était due, offerte avec prudence, et qu'on ne pouvait rompre avec pudeur l'engagement pris avec sa conscience de tout oser pour le salut de la patrie. Quel langage vais-je vous parler? Comment vous peindre des erreurs dont vous n'avez aucune idée? Et comment rendre sensible le mal qu'un mot décèle, qu'un mot corrige? Vos comités de sûreté générale et de salut public m'avaient chargé de vous faire un rapport sur les causes de la commotion sensible qu'avait éprouvée l'opinion publique dans ces derniers temps. La confiance des deux comités m'honorait, mais quelqu'un, cette nuit, a flétri mon cœur. Et je ne veux parler qu'à vous. J'en appelle à vous, de l'obligation que quelques-uns semblaient m'imposer de m'exprimer contre ma pensée. On a voulu répandre que le gouvernement était divisé. Il ne l'est pas. Une altération politique que je vais vous rendre a seulement eu lieu. Ils ne sont point passés tous les jours de gloire, et je préviens l'Europe de la nullité de ses projets contre la vigueur du gouvernement. Je vais parler de quelques hommes que la jalousie me semble avoir portés à accroître leur influence, qui me paraissent avoir projeté de neutraliser le gouvernement révolutionnaire et tramer la perte des plus gens de bien pour dominer plus tranquillement. Ces membres avaient concouru à me charger du rapport. Tous les yeux ne m'ont point paru dessillés sur eux. Je ne pouvais pas les accuser en leur propre nom. Il eût fallu discuter longtemps dans l'intérieur le problème de leur entreprise. Ils croyaient que, chargé par eux de vous parler, j'étais contraint par respect humain de tout concilier, ou d'épouser leur vue et de parler leur langue. J'ai profité d'un moment de loisir que m'a laissé leur espérance, pour me préparer à leur faire mesurer, devant vous tous, la profondeur de l'abîme où ils se sont précipités. C'est donc au nom de la patrie que je vous parle. J'ai cru servir mon pays et lui éviter des orages, en ouvrant mes lèvres sincères qu'en votre présence. C'est au nom de vous-même que je vous entretiens, puisque je vous dois compte de l'influence que vous m'avez donnée dans les affaires. Je suis donc résolu de fouler aux pieds toute considération lâche, et de vider, en un moment, à votre tribunal, une affaire qui eût causé des violences dans l'obscurité du gouvernement. La circonstance où je me trouve eût paru délicate et difficile à quiconque aurait eu quelque chose à se reprocher. On aurait craint le triomphe des factions qui donnent la mort. Mais certes, ce serait quitter peu de choses qu'une vie dans laquelle il faudrait être ou le complice, ou le témoin muet du mal. J'ai prié les membres dont j'ai à vous entretenir de venir m'entendre. Ils sont prévenus, à mes yeux, de fâcheux desseins contre la patrie. Je ne me sens rien sur le cœur qui m'ait fait craindre qu'ils ne récriminassent. Je leur dirai tout ce que je pense d'eux, sans pitié. J'ai parlé du dessein de détruire le gouvernement révolutionnaire. Un complice de cet attentat est arrêté et détenu à la conciergerie. Il s'appelle Legret. Il était membre du comité révolutionnaire de la section du Muséum. Il s'ouvrit de son projet à quelques personnes qu'il crut attirer dans son crime. Dans le même temps, le bruit dans toute l'Europe se répandait que la royauté en France était rétablie, la Convention nationale égorgée, et l'arbre de la liberté et les instruments du supplice des traîtres brûlés au pied du trône. Il s'y répandait que le gouvernement était divisé. On se trompe. Les membres du gouvernement étaient dispersés. Dieu, vous avez voulu contenter d'altérer l'harmonie d'un gouvernement qui eut quelque grandeur, dont les membres ont sagement régi, mais n'ont point voulu toujours en partager la gloire. Vous avez voulu qu'on méditât la perte des bons citoyens. Je déclare avoir fait mon possible pour ramener tous les esprits à la justice et avoir reconnu que la résolution évidente de quelques membres y était opposée. Je déclare qu'on a tenté de mécontenter et d'aigrir les esprits pour les conduire à des démarches funestes, et l'on n'a point espéré de moi sans doute que je prêterais mes mains pures à l'iniquité. Ne croyez pas au moins qu'il ait pu sortir de mon cœur l'idée de flatter un homme. Je le défends parce qu'il m'a paru irréprochable, et je l'accuserais lui-même s'il devenait criminel. Quel plan d'indulgence, grand Dieu, que celui de vouloir la perte d'hommes innocents. Le comité de sûreté générale a été environné de prestige pour être amené à ce but. Sa bonne foi n'a point compris la langue que lui parlait un dessein si funeste.
On le flattait. On lui insinuait qu'on visait à le dépouiller de son autorité. Les moindres prétextes sont saisis pour grossir l'orage. Cette nuit encore, on se disait sous le couteau. On annonçait qu'on serait mort sous 24 heures, qu'il y aurait une révolte aujourd'hui. J'adjure ici les consciences. N'est-il point vrai que dans les mêmes temps on inspirait à beaucoup de membres des terreurs telles qu'ils ne couchaient plus chez eux? On leur insinuait que certains membres du comité faisaient à leur sujet de sanglantes propositions. L'on préparait ainsi les cœurs à la vengeance et à l'injustice. J'atteste que Robespierre s'est déclaré le ferme appui de la Convention et n'a jamais parlé dans le comité qu'avec ménagement de porter atteinte à aucun de ses membres. Collot et Billaud prennent peu de part depuis quelque temps aux délibérations et paraissent livrés à des intérêts et à des vues plus particulières. Billaud assiste à toutes les séances sans parler, à moins que ce ne soit dans le sens de ses passions, ou contre Paris, contre le tribunal révolutionnaire, contre les hommes dont il paraît souhaiter la perte. Je me plains que lorsqu'on délibère, il ferme les yeux et feint de dormir, comme si son attention avait d'autres objets. À sa conduite taciturne a succédé l'inquiétude depuis quelques jours. Billaud répète souvent ces paroles avec un feint effroi. Nous marchons sur un volcan. Je le pense aussi. Mais le volcan sur lequel nous marchons est sa dissimulation et son amour de dominer. Le bruit court dans l'étranger que la Convention a été forcée de tirer 60 000 hommes de la Belgique pour les rappeler vers Paris. Je ne pense pas que personne ait pensé à réaliser ce bruit, mais je trouve très déplorable que Paris se trouve précisément troublé dans ce moment. Que ce soit dans ce moment même que des idées de jalousie et des desseins d'innovation se manifestent, et que la liberté d'émouvoir les troupes soit concentrée dans très peu de mains avec un secret impénétrable, de manière que toutes les armées auraient changé de place, que très peu de personnes en seraient instruites. Puisqu'on a dit qu'une loi permettrait de ne laisser dans Paris que 24 compagnies de canonniers, je ne nie point qu'on ait eu le droit d'en tirer, mais je n'en connais pas le besoin. On ne le fit point dans de grands dangers. L'ennemi fuit et nous abandonne ses forteresses. Tout fut rattaché à un plan de terreur. Afin de pouvoir tout justifier et tout oser, il m'a paru qu'on préparait les comités à recevoir et à goûter l'impression des calomnies. Billaud annonçait son dessein par des paroles entrecoupées. Tantôt c'était le mot de Pisistrate qu'il prononçait, et tantôt celui de danger. Il devenait hardi dans les moments où, ayant excité les passions, on paraissait écouter ses conseils, mais son dernier mot expira toujours sur ses lèvres. Il hésitait, il s'irritait, il corrigeait ensuite ce qu'il avait dit hier. Il appelait tel homme absent Pisistrate, aujourd'hui présent il était son ami. Il était silencieux, pâle, l'œil fixe, arrangeant ses traits altérés. La vérité n'a point ce caractère, ni cette politique. Mais si on examine ce qui pouvait avoir donné lieu à la discorde, il est impossible de le justifier par le moindre prétexte d'intérêt public. Aucune délibération du gouvernement n'avait partagé les esprits, non point que toutes les mesures absolument eussent été sages, mais parce que ce qu'il y avait de plus important, et surtout dans la guerre, était résolu et exécuté en secret. Un membre s'était chargé, trompé peut-être, d'outrager sans raison celui qu'on voulait perdre, pour le porter apparemment à des mesures inconsidérées, à se plaindre publiquement, à s'isoler, à se défendre hautement, pour l'accuser ensuite des troubles dont on ne conviendra pas que l'on est la première cause. Ce plan a réussi à ce qu'il me paraît, et la conduite rapportait plus haut à tout aigri. C'est dans l'absence de ce membre qu'une expédition militaire, qu'on jugera plus tard parce qu'on ne peut pas la faire connaître encore, mais que je tiens pour insensée dans la circonstance où elle prévalut, fut imaginée. On avait ordonné de tirer, sans m'avertir ni mes collègues, de l'armée de Sambre-et-Meuse 18 000 hommes pour cette expédition. On ne m'en prévint pas. Pourquoi? Si cet ordre donné le 1er Messidor s'était exécuté, l'armée de Sambre-et-Meuse était forcée de quitter Charleroi, de se replier peut-être sous Philippeville et Givet, et d'abandonner Avesnes et Maubeuge. Ajouterai-je que cette armée était devenue la plus importante. L'ennemi avait conduit devant elle toutes ses forces. On la laissait sans poudre, sans canon, sans pain. Des soldats y sont morts de faim en baisant leurs fusils. Un agent que mes collègues et moi envoyâmes au comité pour demander des munitions ne fut point reçu comme j'aurais été sensiblement flatté qu'il le fût, et je dois cet éloge à Prieur, qu'il a paru sensible à nos besoins. Il fallait vaincre, on a vaincu. La journée de Fleurus a contribué à ouvrir la Belgique. Je désire qu'on rende justice à tout le monde et qu'on honore des victoires, mais non point de manière à honorer davantage le gouvernement que les armées. Car il n'y a que ceux qui sont dans les batailles qui les gagnent. Et il n'y a que ceux qui sont puissants qui en profitent. Il faut donc louer les victoires et s'oublier soi-même. Si tout le monde avait été modeste,
et n'avait point été jaloux qu'on parlât plus d'un autre que de soi, nous serions fort paisibles. On n'aurait point fait violence à la raison pour amener des hommes généreux au point de se défendre pour leur en faire un crime. L'orgueil enfante les factions. C'est par les factions que les gouvernements voisins d'un peuple libre attaquent sa prospérité. Les factions sont le poison le plus terrible de l'ordre social. Elles mettent la vie des bons citoyens en péril par la puissance de la calomnie. Lorsqu'elles règnent dans un État, personne n'est certain de son avenir, et l'empire qu'elles tourmentent est un cercueil. Elles mettent en problème le mensonge et la vérité, le vice et la vertu, le juste et l'injuste. C'est la force qui fait la loi. Si la vertu ne se montrait parfois le tonnerre à la main pour rappeler tous les vices à l'ordre, la raison de la force serait toujours la meilleure. Les factions, en divisant un peuple, mettent la fureur de parti à la place de la liberté. Le glaive des lois et les poignards des assassins s'entrechoquent, on n'ose plus parler ni se taire. Les audacieux qui se placent à la tête des partis forcent les citoyens à se prononcer entre le crime et le crime. Ainsi, sous le règne d'Hébert et de Danton, tout le monde était furieux et farouche, par peur. C'est pourquoi le vœu le plus tendre pour sa patrie que puisse faire un bon citoyen, le bienfait le plus doux qui puisse descendre des mains de la Providence sur un peuple libre, le fruit le plus précieux que puisse recueillir une nation généreuse de sa vertu, c'est la ruine, c'est la chute des factions. Quoi? L'amitié s'est-elle envolée de la terre? La jalousie présidera-t-elle au mouvement du corps social? Et par le prestige de la calomnie, perdra-t-on ses frères parce qu'ils sont plus sages et plus magnanimes que nous? La renommée est un vain bruit. Prêtons l'oreille sur les siècles écoulés, nous n'entendrons plus rien. Ceux qui dans d'autres temps se promèneront parmi nos urnes n'en entendront pas davantage. Le bien. Voilà ce qu'il faut faire à quelque prix que ce soit, en préférant le titre de héros mort à celui de lâche vivant. Il ne faut point souffrir que le crime triomphe, ni que l'intensité de la morale publique diminue de sa force contre les méchants. La puissance des lois et de la raison arrive à la suite, et tout le monde tremble sans distinction. Il n'y a plus que des esclaves épouvantés. Si vous voulez que les factions s'éteignent et que personne n'entreprenne de s'élever sur les débris de la liberté publique par les lieux communs de Machiavel, rendez la politique impuissante en réduisant tout à la règle froide de la justice. Gardez pour vous la suprême influence. Dictez des lois impérieuses à tous les partis. Les lois n'ont point de passion qui les divise et qui les fasse dissimuler. Les lois sont sévères, et les hommes ne le sont pas toujours. Un masque impénétrable peut les couvrir longtemps. Si les lois protègent l'innocence, l'étranger ne peut les corrompre. Mais si l'innocence est le jouet de viles intrigues, il n'y a plus de garantie dans la cité. Il faut s'enfuir dans les déserts pour y trouver l'indépendance et des amis parmi des animaux sauvages. Il faut laisser un monde où l'on n'a plus l'énergie ni du crime ni de la vertu, et où il n'est resté que l'épouvante et le mépris. C'est pourquoi je demande quelques jours encore à la Providence pour appeler sur les institutions les méditations du peuple français et de tous ses législateurs. Tout ce qui arrive aujourd'hui dans le gouvernement n'aurait point eu lieu sous leur empire. Ils seraient vertueux peut-être et n'auraient point pensé au mal, ce dont j'accuse ici les prétentions orgueilleuses. Il n'y a pas longtemps peut-être qu'ils ont laissé la route frayée par la vertu. Quand je revins pour la dernière fois de l'armée, je ne reconnus plus quelques visages. Les membres du gouvernement étaient épars sur les frontières et dans les bureaux. Le gouvernement n'était point divisé, mais il était abandonné à un petit nombre qui, jouissant d'un absolu pouvoir, accusa les autres d'y prétendre pour le conserver. C'est dans ces circonstances qu'on a conçu la procédure d'hommes innocents, qu'on a tenté d'armer contre eux de très injustes préventions. Je n'ai point à m'en plaindre. On m'a laissé paisible comme un citoyen, sans prétention et qui marchait seul, et c'est par erreur que par le suffrage de quelques-uns on m'avait chargé du rapport pour me lier à des idées qui ne sont point faites, ce me semble, pour moi. Quand les deux comités m'honorèrent de leur confiance et me chargèrent du rapport, j'annonçai que je ne m'en chargeais qu'à condition qu'il serait respectueux pour la Convention et pour ses membres. J'annonçai que j'irais à la source, que je développerais le plan ourdi pour saper le gouvernement révolutionnaire, que je m'efforcerais d'accroître l'énergie de la morale publique. Billaud Varenne et Collot d'Herbois insinuèrent qu'il ne fallait point parler de l'être suprême, de l'immortalité de l'âme, de la sagesse. On revint sur ces idées, on les trouva indiscrètes, et l'on rougit de la divinité. C'était au même instant que la pétition de Magintis parut, tendant à caractériser comme blasphème et à punir de mort des paroles souvent entendues dans la bouche du peuple. Ah, ce ne sont point là des blasphèmes. Un blasphème est l'idée de faire marcher devant Dieu les faisceaux de Scylla. Un blasphème,
c'est d'épouvanter les membres par des listes de proscription et d'en accuser l'innocence. Ainsi, l'on m'avait condamné à ne vous point parler de la Providence, seul espoir de l'homme isolé qui, environné de sophismes, demande au ciel et le courage et la sagesse nécessaires pour faire triompher la vérité. Si l'on réfléchit attentivement sur ce qui s'est passé dans votre dernière séance, on trouve l'application de tout ce que j'ai dit. L'homme éloigné du comité par les plus amers traitements, lorsqu'il n'était plus en effet composé que de 2 ou 3 membres présents, cet homme se justifie devant vous. Il ne s'explique point à la vérité assez clairement. Mais son éloignement et l'amertume de son âme peuvent excuser quelque chose. Il ne sait point l'histoire de sa persécution, il ne connaît que son malheur. On le constitue en tyran de l'opinion. Et quel droit exclusif avez-vous sur l'opinion, vous qui trouvez un crime dans l'art de toucher les âmes? Trouvez-vous mauvais que l'on soit sensible? Êtes-vous donc de la cour de Philippe, vous qui faites la guerre à l'éloquence? Un tyran de l'opinion. Qui vous empêche de disputer l'estime de la patrie, vous qui trouvez mauvais qu'on la captive? Il n'est point de despote au monde, si ce n'est Richelieu, qui se soit offusqué de la célébrité d'un écrivain. Est-il un triomphe plus désintéressé? Caton aurait chassé de Rome le mauvais citoyen qui eût appelé l'éloquence dans la tribune aux harangues le tyran de l'opinion. Personne n'a le droit de stipuler pour elle. Elle se donne à la raison, et son empire n'est pas le pouvoir des gouvernements. La conscience publique est la cité. Elle est la sauvegarde du citoyen. Ceux qui ont su toucher l'opinion ont tous été les ennemis des oppresseurs. Démosthène était-il un tyran? Sous ce rapport, sa tyrannie sauva pendant longtemps la liberté de toute la Grèce. Ainsi, la médiocrité jalouse voulait conduire le génie à l'échafaud. Eh bien, comme le talent d'orateur que vous exercez ici est un talent de tyrannie, on vous accusera bientôt comme des despotes de l'opinion. Le droit d'intéresser l'opinion publique est un droit naturel, imprescriptible, inaliénable, et je ne vois d'usurpateur que parmi ceux qui tendraient à opprimer ce droit. Avez-vous vu des orateurs sous le sceptre des rois? Non. Le silence règne autour des trônes. Ce n'est que chez les peuples libres qu'on a souffert le droit de persuader ses semblables. N'est-ce point une arène ouverte à tous les citoyens? Que tout le monde se dispute la gloire de se perfectionner dans l'art de bien dire, et vous verrez rouler un torrent de lumière qui sera le garant de notre liberté, pourvu que l'orgueil soit banni de notre République. Immolez ceux qui sont les plus éloquents, et bientôt on arrivera jusqu'à celui qui les enviait, et qui l'était le plus après eux. Un censeur royal se serait contenté de dire « Vous avez écrit contre la cour et contre monseigneur l'archevêque ». Mais qu'avons-nous donc fait de notre raison? On dit aujourd'hui à un membre du souverain « Vous n'avez pas le droit d'être persuasif ». Le membre qui a parlé longtemps hier à cette tribune ne me paraît point avoir assez nettement distingué ceux qui l'inculpaient. Il n'a point à se plaindre et ne s'est pas plaint non plus des comités, car les comités me semblent toujours dignes de votre estime. Et les malheurs dont j'ai tracé l'histoire sont nés de l'isolement et de l'autorité extrême de quelques membres restés seuls. Il devait arriver que le gouvernement s'altérerait en se dépouillant de ses membres. Couthon, sans cesse absent. Prieur de la Marne est absent depuis 8 mois. Saint-André est au Port-la-Montagne. L'Indais est enseveli dans ses bureaux. Prieur de la Côte d'Or dans les siens. Moi j'étais à l'armée. Et le reste, qui exerçait l'autorité de tous, me paraît avoir essayé de profiter de leur absence. Je regarderais comme un principe salutaire et conservateur de la liberté publique que le tapis du comité fût environné de tous ses membres. Vous aviez confié le gouvernement à 12 personnes. Il s'est trouvé en effet le dernier mois entre les mains de 2 ou 3. Avec cette imprudence, l'on s'expose à inspirer aux hommes le goût de l'indépendance et de l'autorité. Imaginez que cette altération eût continué. Que Paris eût été sans état-major et sans magistrat. Que le tribunal révolutionnaire eût été supprimé ou rempli de créatures de 2 ou 3 membres gouvernant absolument. Votre autorité eût été anéantie. Il a donc existé un plan d'usurper le pouvoir, en immolant une partie des membres du comité et en dispersant les autres dans la République, en détruisant le tribunal révolutionnaire, en privant Paris de ses magistrats. Billaud-Varenne et Collot d'Herbois sont les auteurs de cette trame. Je pense que vous devez à la justice et à la patrie d'examiner ma dénonciation. Vous devez regarder comme un acte de tyrannie toute délibération du comité qui ne sera point signée de 6 membres. Vous devez examiner aussi s'il est sage que les membres fassent le métier de ministre, qu'ils s'ensevelissent dans des bureaux, qu'ils s'éloignent de vous, et altèrent ainsi l'esprit et les principes de leur compagnie. Les affaires publiques ne souffriront point de cet orage.
la liberté n'en sera pas alarmée, et le gouvernement reprendra son cours par votre sagesse. Les membres que j'accuse ont commis peu de fautes dans leurs fonctions. Ils n'ont donc point à se justifier par les opérations, si ce n'est celle des 18 000 hommes qu'on a voulu enlever de l'armée de Sambre-et-Meuse. Je les accuse d'avoir tiré parti de la réputation du comité pour l'appliquer à leur ambition. J'aime beaucoup qu'on nous annonce des victoires, mais je ne veux pas qu'elles deviennent des prétextes de vanité. On annonça la journée de Fleurus, et d'autres qui n'en ont rien dit y étaient présents. On a parlé de siège, et d'autres qui n'en ont rien dit étaient dans la tranchée. J'affirme que tout le mal est venu de ce que, sans que personne s'en doutât, toute l'autorité était tombée dans quelques mains qui ont voulu la conserver et l'augmenter par la ruine de tout ce qui pouvait réprimer la puissance arbitraire. Je ne conclus pas contre ceux que j'ai nommés. Je désire qu'ils se justifient et que nous devenions plus sages. Je propose le décret suivant. La Convention nationale décrète que les institutions qui seront incessamment rédigées présenteront les moyens que le gouvernement, sans rien perdre de son ressort révolutionnaire, ne puisse tendre à l'arbitraire, favoriser l'ambition et opprimer ou usurper la représentation nationale.